Panorama sonore des nouveautés éditées en Pays de la Loire, proposé par 21 éditeurs ligériens en février 2018. Produit par la région des Pays de la Loire. Enregistrement réalisé par Atlantic Télévision M-Stream avec la voix d'Ivarqué. L'île Bikini et le vélo de mon grand-père. Extrait de l'article d'Éric Pessan pour le hors-série Une île, des îles de la revue 303. Coupant un travers-champ avec l'autorisation du fermier, nous nous rendons sur l'île Bikini. Cette île n'est sur aucune carte. J'ai vérifié hier soir. L'entrée île plus Loire plus Bikini sur un moteur de recherche renvoie aux photos de Miss Pays de la Loire en bikini sur une île paradisiaque. Située sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, cette île est née en plusieurs étapes. Le 9 août 1944, l'armée allemande, en pleine débâcle, coule 9 bateaux en travers de la Loire, juste en face du lieu-dit de la Télindière, pour gêner la navigation sur le fleuve et interdire aux Alliés l'accès au port de Nantes. Il faut attendre 1946 pour que le barrage soit détruit. L'évacuation des épaves et le renflouement des bateaux dureront jusqu'en 1952. Entre-temps, comme il fallait bien naviguer, le fleuve a été dévié au nord sur le tracé qu'il suit encore aujourd'hui. L'île Bikini n'est pas une île, on y vient à pied. Elle est constituée de carcasses de navires, de sable et de vases rejetés sur la rive sud de la Loire. Jusqu'à son nom, qui n'en est pas un vrai, plutôt un surnom qui aurait été donné à l'époque des travaux de renflouement. Le cratère creusé dans le fleuve évoquait l'atoll polynésien dévasté par les essais nucléaires français. L'enfant choyé et préservé que j'ai été ne se posait pas beaucoup de questions. Je ne sais plus quel âge j'avais quand j'ai compris que mes grands-parents avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Je sais par contre que je dois cette révélation au vélo de Louis, mon grand-père maternel. Ce vélo, je le voyais chaque été, puisque je passais 2 mois à la campagne, au bon air, et que mon grand-père, cheminot, n'avait jamais passé son permis de conduire. Il pensait que l'avenir serait au train, que le moindre hameau finirait par avoir sa gare, puisque le développement de la voiture individuelle représentait un gâchis impensable. Carnet d'une route de la soie, de Paul et Arthur. Récit de voyage. Édition Artisan Voyageur. Silence. Relief gommé. Lune bientôt absente. Consciencieusement assidue, l'érosion sans âge dissout les orgueilleuses montagnes. Leurs restes poudreux font un sol de talc où reposent éparses, vestiges éclatés, des bubons de rocailles. Scarifié au flanc de la dune jaune, le cheminement d'un oiseau désormais invisible. Silence. Feu du soleil naissant, cieux effrontément bleus, les falaises anthracites se vêtent de rouille, tout en bas, ensuées de sable blanc, sourd leur délitescence, qu'en rythme lent, moutonnement rond et clair façonnent les délires nocturnes du vent. Pour nous seuls, de vastes architectures minérales, des fenêtres ouvertes sur les colonnes avortées, de temples inachevés, des portiques dressés pour toucher au ciel, des forteresses massives qu'assaillent les éléments furieux. Pour nous seuls, des jeux d'optique prestigieux sur des grains de grès flavescents, des bigarrures fabuleuses ainsi que les ailes de papillons imaginaires d'excentrique géométrie. Silence. Oued asséché, tavelé de craquelures que la sécheresse vrille en copeaux. Marche adamantine d'une cascade provisoirement révolue, étincelant sous les feux infernaux du soleil. Perversité optique du désert, moirure saline, miroir obsidienne, vitreusement éclatant, lacs inexistants. Réalité, python, obélisque de hasard érigé à une gloire indéfinie, déferlante sableuse calmement échouée en frémissement de silice. Éclatant désert.
Aubervilliers, poème de Jacques Prévert, issu de l'ouvrage Pas perdu, composé de 65 extraits de textes d'auteurs incontournables, en dialogue avec des photographies de Jean-Yves Cousseau. Édition Art 3 Plessis. Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, Polacs du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares et du Cap Finistère, rescapés de Franco, et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous baignez, esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Anne de Bretagne, duchesse et reine. La fin de la principauté bretonne. Par Dominique Lepage. Collection Les Indispensables. Édition du Château des Ducs de Bretagne. La duchesse Anne demeure sans conteste l'un des personnages les plus connus de l'histoire de la Bretagne, et l'on ne compte plus les places, rues et hôtels qui portent son nom. Elle doit une part de sa célébrité à la légende qui s'est peu à peu tissée autour de son nom, et le détail de sa vie est finalement peu connu. C'est pourquoi il est important d'en rappeler les principales étapes en insistant sur deux aspects. Anne fut d'abord l'héritière d'une principauté dont elle chercha à garantir la survie. Elle devint ensuite, fait unique dans l'histoire de France, 2 fois reine, et en tant que telle, elle contribua à l'intégration de la Bretagne au royaume. Anne de Bretagne naît le 25 janvier 1477, dans une chambre du vieux logis du château de Nantes, alors en plein travaux. Elle est la fille aînée de François II, duc de 1458 à 1488, et de sa seconde épouse, Marguerite de Foix, apparentée aux grandes maisons féodales du sud-ouest et par-delà avec l'Espagne, pays pour lequel Anne gardera toujours un attachement particulier. Elle passe ses premières années entre Nantes, Vannes et Clisson, avec sa sœur Isabeau, née 1 an après elle. Son éducation est confiée à Françoise de Dinan, vers 1436-1499, l'une des femmes cultivées de son temps. Grâce à elle, elle s'initie au latin, à la littérature française et à l'histoire. Elle reçoit également une solide instruction religieuse marquée par le culte de la Vierge et des saints, une morale sévère et par un attachement auquel elle restera fidèle toute sa vie pour les ordres mendiants, franciscains, dominicains, carmes. En tant que princesse héritière, elle se voit dotée d'un hôtel qui compte pas moins de 120 officiers et domestiques. Calendrier des bergers, livre d'artiste d'après des peintures originales de Philippe Guédon et un texte de Claude Margat. Édition chatoyante. Philippe Guédon.
Une ascèse picturale. Au-delà de tous les arrangements que la peinture s'autorise avec la réalité, au-delà de l'imposture qu'il y aurait à construire une image qui se prendrait pour le réel, il n'y en a qu'un, et il est plus spatial que temporel. Il y a l'essence même de la peinture, le principe générateur, et l'on sait que ce dernier ne peut se fourvoyer lorsqu'il investit un geste prêt à le recevoir, lorsqu'il accepte de céder au voleur de feu un bref aspect de son secret. Car si la peinture par bonheur demeure muette, c'est afin de mieux investir l'espace de notre regard et d'atteindre en nous le silence où bouillonne la matière de nos pensées. C'est à cette extrême frontière du sens que s'établit l'œuvre de Philippe Guédon, et ce que celle-ci nous dévoile a d'autant plus de signification que son message s'insère dans le processus même qui relie le geste des maîtres du passé au geste contemporain. Après avoir choisi ses référents, ici le calendrier des bergers, imprimé à Paris par Guy Marchand en 1491, Philippe Guédon a commencé à en disséquer le contenu dans le moindre détail. Mais que pourrait nous apprendre une focalisation sur le détail si le grossissement optique se proposait uniquement de reproduire en fragments et en grand ce qui jusqu'alors n'existait qu'en petit? Vide et souffle se partage l'espace pictural de Philippe Guédon. Nous accédons ici au miracle discret par lequel l'impénétrable mystère de la création se met au travail devant nos yeux. Dans le fragment qui se fragmente, il y a le rythme et le mouvement de ce qui se passe en amont du visible et qui nous installe devant une évidence d'une autre espèce que celle à laquelle notre regard est habitué. La peinture de Philippe nous affranchit de cette illusion cosmique. L'abbé, poème de Jean-François Forestier, illustré par Pascal Etchekopar, édition Donner à voir. L'aube aux aguets, tout commence à la nuit. Mais derrière l'outre noire, on devine le jour en contrebande. La criée du petit matin qui convoque Turner. On brade les dernières couleurs de la nuit. Derrière les volets clos, la nuit dans sa captivité fait l'aumône à la journée qui lui offre 2 sous de clarté. Militant de l'aube, le pêcheur de rien, ou si peu, recueilli dans l'oratoire de sa barque, à la croisée des mondes, à la croisée des lumières. Lumière d'aluminium, quelques cormorans qui se bercent, clous noirs plantés là, fixent sur la vague, 1 heure ou 2, cette natte étrange tombée du ciel. Lumière de jeunes enfants bâtisseurs d'éphémères, guirlandes de cris joyeux mêlés à ceux des mouettes. Ça monte et ça descend, entre ciel et sable. Du rythme dans les pattes, de Marie Tiby, illustré par Chiara Arcego, album pour la jeunesse, édition d'Orbestier, Rêve bleu. Ratatatatapam, ratatatatapam. Voici, mesdames, messieurs, l'histoire d'un primate, un joueur de tam-tam, au rythme dans les pattes. Georges adore la musique. Pour lui, elle est magique. Ça lui fait dans les poils un effet fantastique. Taper sur des troncs creux avec des bouts de bois, souffler dans de grandes feuilles, faire résonner sa voix. Mais Georges s'ennuie, tout seul à faire son ramdam. Il voudrait des copains pour partager ses gammes et pour jouer ensemble avec sa bande de potes, de jolies mélodies sans aucune fausse note. Ratatatatapam, ratatatatapam, le rythme dans les pattes. Et en tête, tout plein d'air, Georges s'envole joyeux, compagnie tralalaire. Il part autour du monde, une valise à la main. Tam-tam en bandoulière, chercher des musiciens. Voici sur la banquise, telles des notes accrochées, l'orchestre des pingouins en habit du dimanche. Il joue une symphonie de noir et de blanche, des arpèges sur la neige pour un accord parfait, vibrato, trémolo et bien sûr glissando.
aux aurores boréales, fabuleux concerto. Ratatatatapam, le rythme dans les pattes, et en tête tout plein d'air, Georges poursuit son chemin sur le vol tralalaire, repart autour du monde, une valise à la main, tam-tam en bandoulière, chercher des musiciens. Ici, pas de grand froid, c'est le Costa Rica, les grenouilles au bongo, l'ara, la conga, le boucan des toucans pour des danses endiablées, mango, merengue, la musique fait bouger. Ratatatatapam, le rythme dans les pattes, et en tête tout plein d'air, Georges suit son destin dans l'avion tralalaire, découvre la terre ronde, une valise à la main, tam-tam en bandoulière, cherche des musiciens. Jingo de Sarah Cohen-Scally. Roman d'anticipation pour les 15 ans et plus. Gulfstream éditeur. Lequel préfères-tu ? Demanda Ben. Toi d'abord, répondit Vive. Non, non, je t'en prie, ma chérie, c'est toi qui décides. Bon, puisque tu insistes. Vive effleura le dossier du milieu. Le visage de Ben s'éclaira. Il avait fait le même choix. Celui de l'embryon appelé à être, précisait les données prédictives, un petit garçon surdoué destiné à se voir couronné de la prestigieuse médaille Fields en mathématiques à l'âge de 21 ans. Les yeux de Vive s'embuèrent à nouveau de larmes. Ses lèvres se mirent à trembler. Oh bon sang, cette hypersensibilité était ridicule à la fin. Elle serra très fort la main de son mari qui, tout aussi ému qu'elle, la gorge nouée, adressa au technicien un signe de tête qui avait valeur d'assentiment. L'affaire était conclue. Il fit donc glisser l'embryon choisi dans le panier. Lorsque la fécondation in vitro serait achevée, il n'y aurait plus qu'à procéder à la modélisation 3D de l'embryon, puis à l'implantation dans un incubateur mécanique et connecté, réplique exacte de l'utérus, qui lui dispenserait dès lors toutes les fonctions vitales nécessaires à sa croissance. Vous recevrez directement par mail une vidéo mensuelle du bébé afin de suivre sa gestation. L'heure des mirages. Texte et illustration de Manuele Fior. Édition ici même. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'heure des apparitions et des esprits, ce n'est pas minuit, mais midi, heure brûlante et pleine de lumière. Quant à l'heure la plus chaude, le chant des cigales s'interrompt, cela signifie que le diable passe, et Gradiva apparaît à l'archéologue, qui tient son asphodèle à la main, sous le soleil, au zénith, avant de disparaître aussitôt. Les soldats de l'expédition napoléonienne en Égypte abandonnaient la colonne en marche à la vue de pinacles et d'autres étranges formes à l'horizon, et le mathématicien Gaspard Monge dut bien vite trouver une explication à ce phénomène qui risquait de faire mourir les militaires de soif et de chaleur. Le mirage. J'ai du militaire la prédisposition naturelle à la discipline. Je dessine toute la journée, tous les jours, sauf généralement le samedi et le dimanche. Lorsque je ne dessine pas, je songe à ma bande dessinée, ou bien j'imagine de nouvelles façons de dessiner. Je pense à cet art comme à une activité d'introverti, primitive et mystique, dont les fruits mûrissent continuellement par l'exercice comme les doigts de Glenn Gould sur le piano. Dans la pratique obsessionnelle de ce métier, les images apparaissent sur l'horizon de la feuille, en plein jour, sous la lumière de la lampe à dessin. Les Forges, un roman. Récit de Jean-Pierre Suodo, édition Jocaseria. Pour l'heure, on afflue de toutes parts vers Trignac, ce nouvel Eldorado. Comment on se parle ? Dans quelle langue ? Quel idiome ? Quel patois ? Puisqu'on vient aussi bien de Bretagne, du Nord, de l'Est et même du Sud-Ouest. Un Babel prolétaire populaire.
Mais peut-être la langue des exploités est-elle universelle, un espéranto immédiatement assimilable qui ne s'embarrasse pas de nuances. On ne connaît rien au métier, à ce que l'on est venu faire ici. Il faudra apprendre, et avant tout par le regard, par les gestes qu'on mimera, de ceux venus du Nord qui savent, eux, le maniement de la lingotière, du ringard, la posture du corps, les gestes appropriés et ceux inutiles, à éviter, faire preuve de rapidité, d'efficacité, mais sans la précipitation qui présage membres brûlés ou mutilés, torse transpercé, corps mangé par le feu, dévoré, asphyxié par les gaz ou carbonisé, disparu. On apprendra vite. Question de survie. L'ouvrage les accapare, la durée du jour, l'alternance des saisons, qui autrefois rythmaient leur existence, dictaient les activités, semis, récoltes, labour, taille, ne revêt plus aucune signification. Les saisons passent, ils ne les remarquent pas, indifférents maintenant aussi bien à la chaleur de l'été qu'au froid de l'hiver, et la fraîcheur aidant à l'apparition des minces vapeurs s'élevant de leur bouche ou de leur nez, ils se demanderont s'il ne s'agit pas là des premières manifestations d'une métamorphose en cours, du feu intérieur qui les consume à leur tour, une inéluctable contamination sidérurgique. Sauf peut-être au début de l'été quand les jours allongent, qu'ils partent et reviennent des forges dans une lueur imprécise et légère et que l'odeur de l'herbe nouvelle, des foins secs chatouille les narines, ramène la vie d'avant, les travaux agricoles à effectuer, le temps de la fenaison, des patates, des travaux collectifs. Le casse-pipe intérieur de Jean-Bernard Pouy. Édition Joseph K. Ce qui manque le plus, au Salon du Livre, c'est l'attribution des appellations contrôlées, pour les écrivains de terroir, et du label rouge pour ceux qui ont vécu 68 et qui s'en souviennent encore. Et on ne sait pas encore ce qu'est la littérature transgénique, celle qui fait du mal, et à l'inverse, la vraie littérature bio, sans ajout du moindre pesticide, celle qui fait du bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas un institut de recherche littéraire où des savants fous inventeraient des engrais à écriture, pour les faire tester par de petits éditeurs de province. Pour les écrivains fous, et il y en a un paquet, personne n'a encore accusé leur alimentation. Il n'y a pas non plus de jachère obligatoire pour protéger le terrain, obliger des écrivains à se taire pendant un certain nombre d'années afin qu'ils puissent se régénérer. Des subventions, ça, il y en a de chaque côté. La région, l'État, l'Europe. Mais ce qui est bizarre, c'est quand elles baissent, ces subventions. On ne voit jamais des auteurs énervés attaquer des préfectures et lancer des crayons, des cahiers, des machines à écrire contre les forces de l'ordre. Et puis, au Salon du Livre, on ne photographie pas, pour l'affiche de l'année d'après, le plus gros, le plus beau, le plus sain des écrivains. C'est dommage. La lutte serait épique et le choix prédominant. Soleil gris-gris de Gilles Wenzapflen. Édition Lanskin. La police vérifie que les hommes existent. Vous avez des papiers d'identité ? Vous existez. Vous pouvez circuler. Si les hommes n'ont pas de papier d'identité, ils n'existent pas. Pour eux, c'est le retour au pays. Ce pays du retour au pays n'est pas la France. La France n'est pas le pays du retour au pays. La police circule en Renault Scénic, en Laguna Break, en Mégane, en Peugeot Boxer, en Expert, en Master, en VTT ou à roller. Quand la police descend de son véhicule, c'est pour mettre des contraventions ou acheter des kebabs. Elle repart aussitôt, en évitant d'écraser ces corps étrangers que sont les piétons. Le piéton génère chez la police un sentiment de nostalgie, mêlé de désir, mais elle se garde du vague à l'âme. Elle est là pour accompagner le conducteur dans sa recherche de la vérité des panneaux. C'est la vérité des panneaux qui rend le conducteur libre. Les mains de la police maintiennent fermement le volant. Elles peuvent aussi brandir le gun. Gun en main, la police kiffe sa puissance, qui jaillit telle une fontaine de testostérone. Lorsque la main de la police effleure le gun, elle joue avec un symbole explicité dans le film The Celluloid Closet. La police n'a pas vu ce film. Elle s'empare du gun phallus au nom de la loi
loi, elle est la bite légale du gouvernement quand celui-ci bande de travers. Quand je marche dans le désert, d'Armand Rioux et Michael El Fati, illustré par Tony Desmureaux. Album jeunesse, édition Les Minots. Dis, tu ne t'ennuies pas trop quand tu marches dans le désert? Il n'y a rien ici. Rien? En es-tu si sûr? Regarde bien, sur cette tige, le vois-tu, cet étrange animal. Viens, allons jouer avec le caméléon. 1, 2, 3, soleil. Là, plus un geste, sur cette branche se tient une libellule. Tirons-lui la langue. Décollage immédiat. Ouf, j'ai bien cru que nous étions cuits. Nous voilà maintenant comme 2 aviateurs parcourant le désert. As-tu le mal de l'air? Atterrissage d'urgence sur le nez d'une autruche. Enfilons son beau plumage noir et blanc et gambadons un peu. Derrière nous vient de surgir le grand caracal. Il attaque. Plus vite, plus vite. Elle a filé à toute vitesse. Pas d'autruche pour le dîner. Hâtons-nous de rentrer car les petits ont faim. Donnons-leur la tétée. 1, 2, 3, sommeil. Elle est si douce l'ombre de l'acacia. Moi, le soleil, j'en mange matin et soir. Je l'invite à s'asseoir dans chacune de mes feuilles. Une gazelle audacieuse s'approche de mes branches. Suivons-la. Derrière nous, un œil s'ouvre. Je l'avais oublié. Encore le caracal. On détale qu'il est bon de bondir à travers le désert. Il va bientôt faire nuit. Et voici que serpente une vipère à cornes. La politesse veut qu'on se salue toujours entre bêtes cornues. Nous changeons de monture et enfilons sa cape d'invisibilité. Si un lézard arrive, nous lui sauterons dessus. 1, 2, 3, oreille. Derrière la dune, avance à pas feutrés le petit chat des sables. Ouf, il ne nous a pas vus. Enfilons ses rayures et allons jouer à chat. Tiens, quel est donc ce bruit qui vient de sous la terre? Sous le sol sableux, au fond de son terrier, se cache une gerboise. Au détour d'une dune, nous la voyons filer et chausser de ses grands pieds. Pour nous, il est temps de rentrer, mais une chose est sûre, le désert ne l'est jamais autant qu'on le prétend. Fontaine. Autobiographie de l'urinoir de Marcel Duchamp. De Théodoro Gilabert. Édition L'œil ébloui. Un jour, un client entre dans le magasin. Pour une fois, je ne dormais pas. Et j'ai tout de suite vu qu'il était différent des autres. Il n'a même pas jeté un regard aux objets à la mode ni aux robinets dorés qui fascinaient tant les visiteurs habituels. Il est venu directement vers moi et cela m'a effrayé. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un manutentionnaire venant me chercher pour me ramener à l'usine, à Trenton, puisque je n'intéressais personne ici. Mais cet homme était trop bien habillé, un peu négligé et froissé, mais chic. Et puis, je l'ai vu tourner autour de moi en m'observant de près. J'étais intimidé car d'ordinaire, on se contentait de me regarder de loin, dans le meilleur des cas. Il y a bien eu cette petite fille, Anna, mais cela n'avait duré que quelques secondes. Là, c'était interminable, et je n'osais même pas ouvrir les yeux. Je ne sentais aucune admiration dans son regard, mais une profonde réflexion. Il s'est ensuite reculé pour m'envisager dans mon environnement. C'était cela qui m'avait le plus surpris. Son intérêt n'était pas lié à ma fonction, mais à mes formes. Un humain aurait sûrement rougi face à une telle intensité du regard. Mais moi, j'étais protégé par la qualité de mon émail. Lorsque j'ai rouvert les yeux, il était encore là, accompagné d'un vendeur. Il devait discuter de mon prix d'achat, sans cesser de me regarder. J'ai compris que ce bel homme d'une trentaine d'années, cheveux blonds roux et yeux gris-vert, avec un fort accent étranger, ne voulait pas attendre qu'on lui expédie un de mes frères stocké dans l'entrepôt de la J.L. Mott Irons Works Company. C'est moi qu'il voulait acheter. Non, il n'avait pas besoin d'emballage. Il n'habitait pas loin et je n'étais pas très lourd.
Automne. Une saison chez les sorcières. d'Anaïs Goldenberg. Conte illustré jeunesse. Édition du Lumignon. C'était une sorcière, sans aucun doute. Elle avait un chapeau pointu, voyez-vous. Elle scruta le jardin et la forêt encore sombre. Il n'y avait personne, et cela sembla la rassurer au plus haut point. « Venez, il est l'heure. » La sorcière s'avança. Elle fut bientôt suivie par d'autres sorcières et une petite foule de chapeaux pointus encombra bientôt le pas de porte. Elles portaient toutes une masse de rubans et de tissus colorés, des paniers de bruyères et des bouts de ficelle. Elles se dispersèrent dans le jardin, chacune s'arrêtant au pied d'un arbre. Puis elles restèrent là, en se regardant avec impatience. « Êtes-vous prêtes ? À la 1, à la 2, à la 3 » Les sorcières levèrent les bras en même temps, à la fois pour lancer dans les airs tout ce qu'elles portaient et pour pointer une baguette droit dessus. Il y eut des éclairs, des nuages de fumée et beaucoup de bruit, tandis que les tissus, les rubans et les ficelles s'enroulaient autour de chaque branche en se liant ensemble. Les fleurs jaillissaient des paniers et rebondissaient partout jusqu'à ce qu'elles soient attachées aux toits et aux fenêtres, aux gouttières et aux cheminées. Le jardin était transformé. Alors que l'aube arrivait enfin, les premières lueurs tombèrent sur les décorations qui couraient à travers toute la clairière. C'était tellement beau, tellement joyeux. Même l'épouvantail, qui était maintenant entouré d'une guirlande de fanions multicolores et dont le chapeau était surmonté d'une couronne de bruyères, avait l'air prêt à faire la fête. Le parasite de Ferenc Barnas. Roman traduit du hongrois par Agnès Jarfas. Maison des écrivains étrangers et traducteurs. Si je ne croyais pas obstinément en la force de la parole écrite, je n'aurais jamais consigné cette confession faite de fragments. Même ma détresse n'aurait pu m'y contraindre. Et au lieu de griffonner aussi piteusement ces pages qui doivent me présenter comme un monstre aux yeux du lecteur, j'aurais sans doute mieux fait de m'adresser à un psychiatre. Mais je n'ai pas osé me faire soigner, parce que je craignais que mes médecins ne me rendent encore plus malade. Voilà pourquoi j'ai opté pour le journal. J'ai espéré que mes viles pensées seraient un jour englouties par le silence des pages qui les enserrent, et que les paroles écrites allaient gracier mes sentiments maladifs, gardés secrets, dont je n'aurais osé parler à personne. J'ai préféré me taire, assumant le mensonge continuel qui, insensiblement, a construit un piège à ma lâcheté, pour que, après des années de fuite, il me capture définitivement. Un crime commis à temps aurait peut-être pu me sauver. La limitation de ma liberté physique m'aurait contraint à un raisonnement discipliné, et alors, me dis-je, pour me bercer de chimères de manière infantile, ma maladie ne se serait pas développée. Cependant, respectueux des lois, je suis devenu indigne d'une condamnation légère, ainsi rien n'a pu me protéger de moi-même. Si je ne parlais pas maintenant de ma maladie honteuse, cela signifierait que je capitule. Truffes et machins d'Émile Cucherousset, illustré par Camille Jourdi. Édition Mémo. Une petite gerbille, aux dents longues, se tient devant eux. Truffes et machins, surpris et sur leur garde, échangent quelques mots en chuchotant. Truffe, ce mini-truc à poil ras a quelque chose dans la bouche qui m'est familier. Je vois ça, machin. Mais il faut s'assurer que ce quelque chose est bien à nous. Il ne s'agit pas de prendre à autrui ce qui ne nous appartient pas. Rapprochons-nous doucement et allons voir ça de plus près. Méfions-nous tout de même, Truffe. Il ne s'agit pas non plus de se faire mordre par nos propres quenottes. Truffe et machin avancent avec précaution jusqu'à la petite gerbille. Elle mâchouille un brin d'herbe nonchalamment en les regardant avec de gros yeux.
Les deux lapins se penchent et observent son museau attentivement, jusqu'à ce que la petite gerbille finisse tout à fait son repas et s'étonne. « Vous n'avez jamais vu de gerbille, les lapins ? De quelle espèce de cambrousse vous sortez ? Et puis, pourquoi vous inspectez ma bouche comme ça ? Vous comptez mes caries ? Vous cherchez à faire connaissance ? Vous avez de drôles de manières chez les lapins, non ? » C'est un vrai moulin à paroles, cette gerbille, Truffe. Oui, elle pose beaucoup de questions, machin. En tout cas, ses dents n'ont pas l'air d'être les nôtres. Évidemment que mes dents ne sont pas les vôtres. On ne fait pas bouche commune à ce que je sache. T'en aurais pas trouvé une paire par hasard ? Truffe et moi les avons égarées en poursuivant nos ombres. Comment ça, vous avez perdu vos dents en poursuivant vos ombres ? Précisément, j'ai perdu celle du bas en essayant d'attraper mon ombre, et Machin a perdu celle du haut en tentant d'échapper à son ombre. Décidément, vous avez de drôles d'habitudes, les lapins. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous avez de la chance de tomber sur moi, car je suis une spécialiste. Réplique. Revue d'entretien autour du cinéma. Édito du numéro 8 par Erwan Floclet et Nicolas Thévenin. Aimer dans le temps. Agencer le sommaire d'une revue d'entretien peut avoir des airs de casting. Solliciter un acteur implique pour le metteur en scène de composer avec l'imaginaire lié à ses rôles antérieurs, dans une perspective possible de mise en déroute d'un public en attente d'incarnation déjà vue. Si, dans Réplique, le cinéma règne, l'hétérogénéité gagne, par une ouverture permanente aux autres formes d'expression et au monde. Le cinéma français est au centre de notre attention. 3 générations de cinéastes, Eugène Green, Bruno Podalides, Sébastien Bette-Bédé, illustrent autant de rapports à l'art, à la comédie, au portrait et au langage. Sous d'autres latitudes, l'œuvre précieuse de Philippe Garrel, un art de la première prise, donne corps au dialogue instauré avec Philippe Azouri. Dans un même souci de questionner le présent, un 5e épisode de notre feuilleton marocain était nécessaire pour exorciser la présence d'un fantôme, celui d'Ahmed Bouhanani. Sa fille, Touda, représente la mémoire vive de son héritage artistique, qu'elle met littéralement en scène et en valeur. La mélancolie reste constante en filigrane de ce numéro. La chair a servi de fil conducteur à l'élaboration de ce montage, mais les cœurs demeurent à la source de cette passion des portraits, tel le titre d'un film d'un autre cinéaste spectre, omniprésent dans ses pages, Alain Resnais, dont nous retenons que la facétie doit toujours être prise au sérieux. Catalogue de Georges Bernstein. Préface d'Arnaud Le Gouefflec. Édition Roquemout. Hier, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, j'allais chez Ikea, magasin suédois, et pourtant situé porte de Guy Pavas. Guy Pavas, mon amour, au pays de cocagne. Quel était, devinez, mon mystérieux dessein ? Acheter un objet. Ikea en est plein. C'est pour cela qu'on dit que c'est un magasin, c'est-à-dire un endroit où l'on vend des machins. Encore faut-il savoir trouver dans le dédale, car c'est un labyrinthe ô combien infernal, le chemin qui nous mène à travers des rayons, vers le gadget solaire qui darde ses rayons sur notre destinée, nous appelle. Allez, viens, j'en appelle à ton cœur, j'en appelle à tes mains qui sauront bien fébrilement trouver le chemin le plus court vers ton porte-monnaie. Bref, j'écume Ikea. Que trouvai-je soudain ? Une belle étagère en simili-rotin, semblable dans l'allure au fauteuil dans lequel sur l'affiche est assise la belle Emmanuelle, mais avec de la place où poser des bouquins, car c'est une étagère, je l'ai dit, je le maintiens. J'en fais l'acquisition, je rentre à la maison. Sur le tapis persan, je déploie mes effets. Planches, coudes, butées, et de petits sachets dans lesquels on peut voir rutiler des aciers sans doute inoxydables. Oh, je suis excité. Ça commence d'abord par un peu de lecture, et c'est bien agréable. Ils l'ont mis en BD.
Pas de poésie creuse et de longs préambules. C'est simple comme tout. Il y a même des bulles, comme dans les Mickey. Et tout est résumé par des dessins parfaits, schématiques et vrais. On se croirait sans peine un autre Champollion, déchiffrant les secrets du roi Toutankhamon. Pour le moment, l'urgent, si j'en crois le schéma, c'est de tout bien ranger dans un ordre de choix. Quand tout est en bordel, c'est barré d'une croix. Ensuite, il nous faut bien comprendre les enjeux. Le plan est tortueux, le chemin dangereux. Évitons l'hécatombe. Il nous faut la fixer directement au mur, car le mur est fixé lui-même aux fondations directes à la maison. Les pétasses ou les larmes du désir. Poème de Mylène Joubert, d'après les gouaches de Claudine Gou. Édition Soc et Foc. Elles sont au creux d'une maison chaude. Elles vont, viennent. Elles marchent à petits pas. Elles feuillettent un album de photos. Les naissances, les enfants, les réunions de famille. Une absence. Le silence. Cette part de soi nécessaire. Où est passé son chant, celui de l'enfance, aux ailes de papillon, celui des forêts enchantées, où les lutins se déguisent en petits monstres, celui des châteaux de cartes, où le souffle arrêté donne vie aux espoirs insensés, où la coccinelle hasardeuse enfante les rêves, où est passé son chant, celui de l'enfance, aux voilures de mouettes rieuses. Elles sont au creux d'une maison chaude. Elles marchent à petits pas. Elles s'agitent. Elles gémissent. Elles feuillettent un album de photos. Les photos surprises, les recherchées, les inattendues, les floutées, les tendres, les narratives. Une absence. Le silence. Cette part de soi vivante. La baie des cendres de Stéphane Bouquet et Morgan Retz. Édition Warm. La nuit dernière, tu n'étais pas si sûr. Et les reproches continuent plusieurs fois comme ça, un tiroir après l'autre, pendant que lui serre contre son ventre l'oreiller, jusqu'à ce que l'un et l'autre, devenus des sortes de pensées épuisées, s'écroulent dans un seul murmure déclinable. J'attends l'aube, j'attends l'aurore, j'attends le matin, ou bien une confession, un aveu, quelque chose que déclenche la perspective de ton corps sur les draps dans la lumière de lune, comme une inondation de crème laiteuse. Enfin, peut-être, ou peut-être c'était seulement un souvenir brillant de sueur pendue à un cintre, ou alors retrouvé par terre comme un pyjama qu'on aurait retiré. Tu vois, il y a des éternités, et qui serait resté le dernier témoin. Et jadis, le pyjama contenait un genre de vieil homme qui s'avance et raconte comment le désir terrifiant est entré sans laisser la porte fermée. Même le ventilateur s'est figé de surprise, regardant tomber et fasciner les dernières gouttes de poussière. Finalement, nous nous sommes chacun passé la corde au cou, comme dans n'importe quelle histoire de passion ravageuse et ratée, ou peut-être que nous avons réussi vu combien d'amis nous ont fait savoir qu'ils avaient entendu notre cerveau un instant sonner un tocsin de peur, la corde idiote en cravate très provisoire de nos vies. Où vas-tu dans la nuit? Reste.